Imagine un instant. Tu mets ces lunettes et en une fraction de seconde, ton monde bascule. Tu n'as plus les pieds sur terre, tu n'as plus de limite car d'un coup, tu te retrouves dans le cockpit. Le drone répond à chaque mouvement de tes doigts, il devient le prolongement de ton corps. Tu te retrouves à plonger dans une vallée, à raser le sol à toute vitesse, à slalomer entre les arbres. L'adrénaline monte, ton cœur s'emballe et pendant quelques minutes, tu voles. Voici le drone FPV, une machine volante pilotée en immersion grâce à une caméra embarquée et des lunettes FPV. Au départ, il n'était qu'un jeu, un rêve de passionné, une extension de l'aéromodélisme. Mais aujourd'hui, il est bien plus qu'un simple loisir. Les drones FPV capturent des images spectaculaires au cinéma, sauvent des vies en mission de sauvetage, surveillent les ennemis sur les champs de bataille tel l'œil de Sauron et révolutionnent la guerre moderne. Maintenant, un simple drone FPV d'une centaine d'euros est capable de détruire un tank qui en vaut des millions. Nous sommes entrés dans l'ère de la guerre low cost, où le ciel appartient à ceux qui savent piloter, où un simple hobby est devenu une arme. Alors, comment est-on passé d'un jouet pour passionner à une force qui redéfinit la guerre moderne? Prépare-toi à découvrir l'histoire du drone FPV car son histoire est bien plus folle que tu ne le crois. Et avant que quelqu'un puisse le penser, non, ce n'est pas DJI qui a tout inventé. Ok, avant de parler de drone, il faut qu'on remonte le temps. Parce que cette histoire, elle commence bien avant l'invention des petites machines qu'on pilote aujourd'hui. On est en 1898. Imagine l'effervescence de New York, les dames en robe longue, les messieurs avec leurs chapeaux haute forme, et au milieu de tout ça, un homme attire tous les regards. Cet homme, c'est Nikola Tesla. Il n'est pas juste vu comme un inventeur, mais aussi comme un magicien du futur. Et ce jour-là, il présente quelque chose qui va basculer l'histoire. Un bateau télécommandé. La foule est sous le choc. Comment ce petit objet peut-il bouger sans personne à bord? Certains pensent qu'il utilise de la télépathie, d'autres imaginent un singe caché dedans. Ouais, vraiment. Mais non, Tesla vient tout simplement d'inventer la radiocommande. Il a posé la première brique d'un concept révolutionnaire, piloter un engin à distance. Une idée qui, des décennies plus tard, allait donner naissance au drone moderne. Alors, je vais te raconter une anecdote assez dingue. Je me voyais pas faire cette vidéo sans te la dire car j'ai été moi-même étonnée de l'apprendre. Mais avant ça, je dois juste te donner un petit peu de contexte historique. Donc attends un peu parce que ça vaut le coup. Première guerre mondiale. En 1918, sur un terrain d'essai américain, une étrange machine s'élance dans le ciel. Son moteur vombrit mais personne n'est aux commandes. Son nom, le Kettering Bug, créé par Charles Kettering, une bombe volante conçue pour frapper 100 pilotes. À l'époque, ça n'existait pas. C'était alors révolutionnaire d'imaginer des machines capables de voler seules. Mais elle fut trop en avance sur son temps, car la guerre prend fin avant qu'elle ne soit prête, et son système de guidage, encore imprécis, n'est pas encore assez fiable pour les militaires. Peut-on vraiment confier une mission de destruction à une machine? C'était la question qu'ils se sont posées avant de juger que c'était trop risqué. L'armée abandonne le projet, mais cette idée, elle, ne disparaît pas. Vers la fin de la guerre, les premiers drones armés radiocommandés, comme la Interstate TDR-1, développée par les Américains, commencent à naître. Une trentaine d'années plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate. Et c'est lors de cet événement que les Américains développent un drone un peu spécial, le Radioplane OQ-2. C'est le tout premier drone produit en masse aux États-Unis. Il est utilisé dans la guerre pas comme arme, mais comme un moyen pour les artilleurs de s'entraîner à viser leurs ennemis en vol. Mais là où ça devient fou, c'est que ce drone n'a pas seulement marqué l'histoire de l'aviation, il a aussi changé l'histoire d'Hollywood. Et c'est là que vient mon anecdote. Lors de cette époque, une jeune ouvrière travaille sur des chaînes de montage des drones Radioplane OQ-2. Elle assemble les pièces, vérifie les composants, une fille comme une autre dans l'industrie de la guerre. Mais un jour, un photographe militaire débarque dans l'usine pour faire un reportage sur l'effort de guerre. Il la repère, la photographie et boum, son visage fait sensation. C'était Norma Jeanne Doughty, alias Marilyn Monroe. J'espère l'avoir bien prononcé son vrai prénom. Elle quitte l'usine quelques mois plus tard pour devenir mannequin avant d'exploser à Hollywood. Tu as bien entendu, sans ces drones, Marilyn Monroe n'aurait peut-être jamais été découverte. Dans les années 80, piloter un drone en immersion relève encore de la science-fiction. En ces temps-là, les pilotes d'aéromodélisme passent leur week-end sur des terrains vagues à faire voler leur avion hélicoptère radiocommandé. Pas de lunettes, pas d'écran, juste leurs yeux rivés sur un petit engin dans le ciel, à essayer d'anticiper chaque mouvement, chaque rafale de vent, chaque virage serré, tout en priant de ne pas le perdre de vue. Dans un coin de leur tête, une idée germe.
Et si je pouvais voir ce que mon engin volant voit? Intéressant comme question. Le problème, c'est que la technologie ne suit pas encore. Quelques bricoleurs fous tentent d'accrocher des caméras analogiques sur leurs appareils, mais elles sont trop grosses, trop lourdes et dévorent la batterie en quelques minutes. Pendant ce temps, l'armée commence à tester des drones pour la surveillance et fait naître le RQ-2 Pioneer, un drone capable d'envoyer des images en direct aux soldats au sol. Bon, ce n'est pas du FPV au sens qu'on l'entend aujourd'hui. Les opérateurs ne pilotent pas avec un casque sur la tête, mais l'idée était là, voir à distance ce que l'engin voit. Les années 80, c'était donc une époque où toutes les pièces du puzzle étaient là, mais où personne ne pouvait encore les assembler. Tout était en gestation. Les ingénieurs, eux, n'ont jamais cessé d'expérimenter, de tester, de repousser les limites. Ils ne lâchaient rien parce qu'ils savaient que ce concept pouvait fonctionner. Et ils avaient raison. Dans les années 90 à 2000, une véritable explosion technologique va tout changer. En ces temps-là, les drones ne sont encore que des jouets. Les avions radiocommandés dominent le marché et personne ne parle encore de FPV. Mais des passionnés, toujours en quête de nouvelles sensations, commencent à expérimenter la transmission vidéo en direct. Certains utilisent même des babyphones. Ouais, c'est pas bête, pas lui penser, mais bon. La portée était à une dizaine de mètres et l'image était dégueulasse, donc ça marchait pas. Dans cette explosion technologique, il y a eu 5 avancées majeures qui viennent poser les bases du FPV moderne. Les caméras légères, une meilleure transmission radio et vidéo avec l'utilisation des fréquences 5,8 GHz et 2,4 GHz qui offrent une plus grande portée et une image plus stable sans trop d'interférences. Les gyroscopes électroniques qui permettent au drone de se stabiliser tout seul et ça rend le vol plus accessible à tous. Et les batteries LiPo qui sont plus légères et plus puissantes que les anciennes batteries utilisées. Et bien évidemment, nous avons enfin l'apparition des casques de réalité virtuelle. Imagine, tu tiens ta radiocommande, ton avion radiocommandé est prêt à décoller, mais il y a quelque chose qui te dérange. Tu le pilotes à vue, c'est-à-dire avec tes propres yeux. Alors que toi, tu aimerais que tes yeux soient celui de ton avion. Tu aimerais voir tout ce qu'il voit. Alors, certains bricoleurs décident de forcer le destin. Dans les années 2000, ils commencent à détourner les premiers casques de réalité virtuelle, espérant voir ce que voit leur engin radiocommandé en temps réel. Mais c'est un fiasco. Les écrans sont trop lourds, ils sont gros, la qualité d'image est floue, la latence rend le pilotage imprécis. Bref, ça ne marche pas. Cependant, en 2007, tout bascule grâce à une petite entreprise appelée Fat Shark. Elle développe les premières vraies lunettes FPV. Pensées pour les pilotes d'engins volants radiocommandés. Elles sont légères, compactes, elles intègrent un double écran miniature et fonctionnent en 5,8 GHz avec un signal analogique rapide et fluide. C'est une grande innovation. Pour la première fois, les pilotes ne regardent plus leur avion de l'extérieur, ils sont leurs yeux. Chaque virage, chaque plongée, chaque accélération est ressentie. Mais voir ne suffit pas. Pour que cette immersion soit parfaite, il faut un contrôle absolu, une connexion instantanée et fiable entre le pilote et la machine. Là encore, les ingénieurs et hackers du FPV repoussent les limites. Des systèmes comme le Crossfire et Express LRS voient le jour. Ils ont une portée qui va jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres, une latence ultra faible et une connexion fiable. C'est enfin le tournant que tout le monde attendait. Les pilotes FPV ne sont plus limités par la technologie. Avec des lunettes FPV immersifs et des radios commandés ultra réactifs, le drone FPV passe du simple délire expérimental à une discipline à part entière. On ne pilote plus un engin volant, on vole avec lui. C'est une sensation de liberté qui n'a jamais existé auparavant. C'est dans les années 2000 que le drone FPV tel qu'on le connaît aujourd'hui commence vraiment à exister. Mais peu de gens l'expérimentent encore. 2010. New York s'éveille sous un ciel limpide. Les rues grouillent de taxis jaunes, les touristes affluent près de la Statue de la Liberté. À première vue, une journée normale. Sauf qu'un petit engin noir fend l'air à toute vitesse, effleurant les buildings et survolant la baie comme un oiseau mécanique. Aux commandes de ce drone, Raphaël Pirker, alias Trappy, une légende du FPV et fondateur de TIC Black Sheep. À une époque où le FPV était encore une pratique underground, il décide de frapper un grand coup. Réaliser l'un des premiers vols FPV longue distance en plein cœur de New York. Mais attention, pas avec un quadricoptère comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Il pilote un avion radiocommandé modifié équipé d'une transmission vidéo en direct.
Son appareil survole des ponts, frôle la Statue de la Liberté, montrant au monde ce dont le FPV est capable. Cette technologie, elle est quand même super récente, donc il fallait vraiment oser. Ce vol n'est peut-être pas le premier en FPV, mais il est celui qui va changer la donne. Ces images historiques explosent sur Internet et captivent la planète. Jamais une métropole n'avait été filmée sous cet angle, mais cette prouesse technique n'amuse pas tout le monde. Un an plus tard, en 2011, Trapi réalise un autre vol FPV, cette fois-ci rémunéré au-dessus de l'Université de Virginie, et malheureusement cette fois-ci, les autorités américaines réagissent. La FFA l'accuse d'avoir mis en danger l'espace aérien et lui inflige une amende de 10 000 $. Il devient alors le premier pilote FPV poursuivi par la justice. Loin d'être un frein, cet événement judiciaire propulse le FPV sur le devant de la scène. Trapi devient un héros pour la communauté et le monde commence à comprendre l'immense potentiel des drones FPV. En 2011, une nouvelle éclate. Les quadricoptères sont enfin accessibles. T'imagines un peu? Ça veut dire que tu peux enfin piloter une machine stable. Comme on l'a vu jusqu'ici, les quadricoptères étaient trop instables et compliqués à piloter pour le grand public, donc réservés qu'au laboratoire des ingénieurs. Mais tout change avec l'apparition des cartes de vol intelligentes avec la MultiWii et la Naze 32. Grâce à ces petits circuits électroniques, les drones peuvent enfin se stabiliser automatiquement. Et c'est justement à ce moment-là que des marques comme DJI et Parrot entrent en scène. Ils lancent les drones prêts à voler, tels que le Parrot Air Drone et le DJI Phantom. Grâce à elle, cette technologie est enfin accessible au grand public. Plus besoin d'être un ingénieur pour voler. Ces drones multirotors ouvrent donc un tout nouveau monde. Et cette curiosité ne t'a pas à intéresser l'armée. Jusqu'ici, on a exploré les points importants de l'histoire du FPV, les avancées technologiques qui l'ont rendu possible et les pionniers qui l'ont façonné. On a compris que les drones FPV n'étaient au départ que des jouets, le résultat de passionnés d'aéromodélisme qui voulaient améliorer notre façon de voler et de voir le monde. Mais depuis, ce jeu n'en est plus un, car très vite, leur potentiel militaire a été compris et détourné. Tout de suite, pendant que je vous parle, cet objet est utilisé sur les champs de bataille pour causer la mort et la destruction. Maintenant, imaginons ensemble une scène. Tu te retrouves en Irak et la poussière s'élève doucement dans l'air chaud. Des soldats avancent prudemment, scrutant chaque ruine, chaque fenêtre brisée, chaque ombre mouvante. Puis soudain, un bruit aigu fend le silence, un bourdonnement mécanique. Ce n'est pas un avion, ni un missile, mais un drone DJI Phantom, un simple modèle vendu partout dans le monde qui est généralement utilisé pour le cinéma ou capturer des souvenirs de vacances. Sauf qu'ici, il ne transporte pas une caméra, il transporte la mort. L'État islamique, Daesh, est le premier groupe armé à modifier des drones civils pour en faire de véritables bombes volantes. Il commence par fixer des explosifs artisanaux sous des drones de loisirs comme le DJI Phantom et les utilise pour larguer des grenades sur les forces irakiennes et syriennes. Un peu plus tard en Syrie, on voit naître au jour les premiers drones kamikazes. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, remplit les drones d'explosifs qui s'écrasent directement sur leurs cibles. Contrairement aux drones de Daesh qui lâchent des projectiles, ces engins sont utilisés comme des missiles guidés qui plongent directement sur leurs ennemis pour exploser au contact. Et ce qui va être surprenant, c'est qu'une toute nouvelle notion va émerger de ces événements. La guerre low cost. Ça se passe le 6 janvier 2018, la base militaire russe de Emim. Je pense que ça se dit comme ça, je ne suis pas sûre, à vérifier. Bon, ça se passe en Syrie. Elle est attaquée par une flotte de drones artisanaux bricolés avec du bois, du plastique, du ruban adhésif et un système GPS basique. Rien à voir avec des armes sophistiquées et pourtant, ils sont en train d'attaquer une base militaire protégée par des systèmes anti-aériens de pointe. Les défenses russes réagissent, des missiles solaires sont tirés, des canons anti-aériens sont activés, certains drones sont abattus avant d'atteindre leur cible, mais l'attaque fonctionne. Ces drones artisanaux ont réussi à franchir les défenses de la base. Ceci marque l'une des premières attaques coordonnées de drones low cost contre une grande puissance militaire. Puisque la guerre low cost est un concept récent, je vais te l'expliquer rapidement, comme ça, la prochaine fois que tonton monopolise la parole pendant un repas de famille avec ses théories militaires, tu pourras l'impressionner en lui balançant cette information. La guerre low cost, c'est l'art de déstabiliser des puissances militaires avec des moyens dérisoires, en utilisant des technologies accessibles et bon marché,
pour rivaliser avec des équipements valant des millions. Là où un missile coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, un drone artisanal ne coûte que quelques centaines. Là où une armée conventionnelle investit des milliards en défense, un groupe armé peut lancer une attaque aérienne pour quelques milliers d'euros. Là où il fallait des années d'entraînement pour former des pilotes, il suffit aujourd'hui de quelques semaines pour former un opérateur au drone kamikaze. L'attaque de Aiminim, je doute encore sur le nom, n'a pas infligé de pertes humaines majeures, mais elle a prouvé une chose cruciale. Les drones bon marché peuvent contourner les défenses antiaériennes les plus avancées et menacer des bases stratégiques. Ce n'est plus une question de puissance brute, c'est une question de vitesse, de ruse et d'innovation. Les règles de la guerre ont donc changé. Si les groupes terroristes avaient déjà compris l'efficacité des drones FPV, le conflit russo-ukrainien va les propulser dans une toute nouvelle dimension. C'est la première fois où les drones FPV sont utilisés à grande échelle. Imagine ceci, on est en 2022, tu es un soldat ukrainien caché dans une tranchée, recroquevillé derrière un abri de fortune. Autour de toi, tu ressens le fracas des explosions, la poussière qui s'élève, l'odeur du métal brûlé. Mais toi, tu ne tiens pas une mitrailleuse. Non, tu tiens une radiocommande. Sur ton visage se trouve un casque FPV et devant tes yeux, une vision numérique du champ de bataille. À quelques kilomètres, un char russe avance à travers les ruines d'un village dévasté. Tu le repères et d'un mouvement du pouce en piqué, tu plonges à pleine vitesse sur lui. Et là, le char explose. Tu ne sais pas si tu te rends compte, un char blindé, ça vaut des millions. Et toi, juste avec un petit drone d'une centaine d'euros que tu as modifié, tu l'as complètement détruit. C'est dingue. Il faut savoir qu'en Ukraine, et ici, ils forment des unités spécialisées de pilotes de drones FPV. Certains d'entre eux étaient même de simples joueurs de jeux vidéo qui sont devenus des opérateurs de drones meurtriers en quelques semaines. Il arrive également que certains pilotes ukrainiens nomment leurs drones avant de les envoyer en mission car ils considèrent leurs drones comme des soldats. Bon, des soldats jetables, mais des soldats quand même. D'ailleurs, ces drones FPV ont même été utilisés pour attaquer des navires, ce qui montre que le combat naval est aussi en train d'évoluer. Bien sûr, j'ai dit que les drones FPV sont utilisés comme armes et comme outils de destruction causant la mort, mais il est évident qu'ils permettent aussi de sauver des vies. Et c'est essentiel que j'apporte cette nuance. Ce char russe dont on parlait tout à l'heure, s'il était arrivé jusqu'à ton unité, il aurait pu vous anéantir. Mais grâce à ton drone FPV, tu as empêché ça. En neutralisant la menace, tu as protégé tes coéquipiers et toi-même. Comme toute arme, un drone FPV peut détruire ou protéger. Cela dépend de qui tient la radiocommande, de quel camp tu te situes et surtout de ton point de vue. On a vu qu'ils ont déjà révolutionné les stratégies militaires, mais ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Nous entrons dans une nouvelle ère où les champs de bataille ne seront plus dominés par des soldats en chair et en os, mais par des essaims de drones autonomes, capables d'identifier et de traquer et éliminer leurs cibles sans aucune intervention humaine. En gros, il faut imaginer une dizaine, voire une centaine de drones flottant dans le ciel comme une nuée mécanique. Ils communiquent entre eux, se synchronisent et se déplacent en parfaite coordination. Avec un simple ordre, tu peux leur demander d'attaquer une base, de neutraliser un convoi ou de frapper en simultané des soldats ennemis. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est qu'ils sont déjà là. L'entreprise allemande Helsing a frappé avec son dernier bijou, le EX-2, un drone kamikaze équipé d'intelligence artificielle. Et il compte en livrer 6000 à l'Ukraine cette année pour aider à la guerre, en plus des 4000 qui sont déjà en cours de livraison depuis 2024. Ce drone est très récent puisqu'il a été dévoilé fin 2024 et est conçu pour frapper vite, avec précision, tout en ayant une portée allant jusqu'à 100 km/h. Son atout majeur est qu'il est résistant aux contre-mesures de guerre électroniques dont on va parler un peu plus tard. Tout ça rend son interception beaucoup plus compliquée, mais Helsing n'est pas le seul. D'autres géants comme Thales sont déjà en phase de test et les armées du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Australie ont testé l'an dernier leur premier drone autonome équipé d'IA de combat. Là, on n'est donc plus aux expérimentations. La guerre des drones intelligents a déjà commencé. L'Ukraine n'attend pas les drones de Helsing pour tester l'intelligence artificielle. Le groupe ukrainien Wild Hornet, fondé en 2023, développe déjà la fabrication de drones de combat avancés, dont plusieurs sont dotés d'IA. L'Ukraine a aussi créé un système IA capable d'analyser des milliers de vidéos pour identifier automatiquement des cibles russes, ce qui améliore l'efficacité des frappes des drones FPV. Ce type de technologie réduit la charge de travail des opérateurs et rend les attaques plus rapides, plus précises
et plus difficile à contrer. Bref, la technologie évolue à une vitesse folle. Hier encore, un drone nécessitait un opérateur humain derrière les commandes pour être efficace. Demain, il n'en aura peut-être plus besoin. Ces machines dotées d'IA seront capables de scanner leur environnement, de choisir leur cible et de lancer une attaque avec une précision chirurgicale. Nous ne parlons plus seulement d'armes téléguidées, mais d'un champ de bataille où l'intelligence artificielle prendra elle-même les décisions, où les drones s'affronteront entre eux dans des combats aériens autonomes et où chaque appareil sera capable d'analyser, d'apprendre et d'adapter sa stratégie en temps réel. C'est le futur du combat. Face à cette menace, une question se pose. Comment survivre? On va se mettre cette fois-ci dans la peau d'un soldat russe sur une ligne de front. Tu es dans un abri et soudain, un drone FPV ukrainien apparaît. Il plonge à toute vitesse, prêt à s'écraser sur toi, mais toi, tu as un atout de taille pour te défendre. Le brouillage électronique. En une fraction de seconde, tu l'actives et bam, le drone perd son signal et s'écrase. Le lendemain, rebolote. Un autre drone FPV ukrainien fonce sur toi, tu actives à nouveau le brouilleur, mais cette fois, rien ne se passe. Le drone continue sa trajectoire comme s'il était insensible au brouillage. Ce drone FPV n'est pas un drone classique, c'est un drone câblé à fibre optique. Tu as bien entendu, les Ukrainiens ont trouvé une parade inattendue au brouillage électronique. Supprimer le signal radio et remplacer la connexion sans fil par un câble en fibre optique. Plus de transmission sans fil, plus d'interférences, juste une connexion directe et stable entre le drone et son opérateur. Résultat, le contrôle du drone reste intact même dans des zones saturées de brouillard électronique, là où des drones classiques seraient normalement neutralisés. Mais cette innovation, aussi redoutable soit-elle, a des limites. Leur portée est restreinte par la longueur du câble, la bobine de fibre optique alourdit le drone et réduit sa maniabilité, et le câble en soi peut s'accrocher à un arbre ou sur une autre surface. Et puis s'il échappe au brouillage, un tireur d'élite ou un drone intercepteur bien placé pourrait facilement l'éliminer avant qu'il n'atteigne sa cible. Mais tout de même, avec l'amélioration des drones FPV de guerre, il faut de plus en plus trouver des parades. Les armées devront trouver de nouvelles manières de contrer cette menace, comme les drones chasseurs. Ces drones sont les chasseurs interstellaires de notre époque, conçus pour traquer et éliminer leurs cibles en plein vol. Ils sont équipés de caméras ultra précis et de filets, et ils transforment le ciel en un véritable champ de bataille aérien. Imagine une course-poursuite façon Star Wars, sauf qu'ici, pas de pilote aux commandes, juste 2 machines de guerre programmées pour se traquer, esquiver, attaquer et tenter de se neutraliser avant que l'un d'eux ne remplisse sa mission. Ça semble futuriste, mais ça existe déjà. Certains de ces drones sont capables d'abattre une cible volante en moins de 5 secondes. Et face à l'invasion des drones kamikazes, ces X-Wings modernes sont devenus indispensables. Le drone Hunter F700 de Fortem Technologies, totalement autonome, a déjà pulvérisé plus de 4500 drones ennemis. De son côté, l'armée américaine mise sur le Coyote de Raytheon, une machine capable de nettoyer un essaim entier de drones en une seule opération. Le ciel n'appartiendrait plus alors aux pilotes, mais aux machines. Il existe plusieurs stratégies de défense anti-drone, mais comme elles sont nombreuses, je ne vais pas entrer dans tous les détails ici car cela mériterait une vidéo dédiée. Mais je vais vous les présenter afin que vous en sachiez un maximum. La meilleure défense, c'est de voir avant d'être vu. C'est l'anticipation. Pour cela, nous avons les radars anti-drone spécialement conçus pour détecter des objets volants à basse altitude et à grande vitesse. Ensuite, on a les caméras thermiques et capteurs acoustiques qui traquent la chaleur des moteurs et le bruit distinctif des hélices, ainsi que les systèmes optiques assistés par intelligence artificielle qui scrutent chaque mouvement, analysent les trajectoires et prédisent les intentions d'un drone FPV. Le vrai défi dans le repérage des drones FPV, c'est qu'ils sont petits, rapides et agiles. Et dans un environnement complexe, ça peut être dur de les repérer même avec ces équipements. Une fois le drone identifié, il faut le stopper et vite. Certaines méthodes de neutralisation ressemblent un peu à la science-fiction. Comme on l'a vu, on a les drones anti-drones, aka les chasseurs autonomes, qui traquent et neutralisent les drones ennemis. On a également les fusils anti-drones qui émettent des signaux de brouillage et forcent l'appareil à atterrir ou à retourner à son point de départ. Les lasers anti-drones qui détruisent un drone en quelques secondes en grillant ses circuits. Et les filets anti-drones qui capturent les cibles en plein vol sans explosion. Toutefois, ces solutions impliquent un certain coût et demandent une formation spécialisée pour être pleinement efficaces. Aussi, une bonne solution est simplement de bloquer l'accès aux drones.
avec des blindages renforcés, des grillages, des filets pour empêcher les drones de s'infiltrer dans la zone, et aussi des fumigènes et des éclairages infrarouges qui brouillent la vision. Le seul hic, c'est que ces solutions sont surtout efficaces pour protéger des installations fixes, mais elles sont moins bonnes pour les unités mobiles. Pour les soldats sur le terrain, il y a des stratégies qui peuvent être adoptées, comme éviter les regroupements visibles puisqu'un drone kamikaze cherchera une cible facile. Il faut donc se déplacer de manière rapide et imprévisible pour rendre le pilotage plus difficile pour l'ennemi. On peut aussi utiliser des leurres avec des mannequins ou des véhicules vides pour détourner l'attention du drone ou se cacher, voire se déplacer jusqu'à ce que le drone ait épuisé toute sa batterie. Ces tactiques demandent une formation spécifique et une vigilance constante car une seconde d'inattention peut être fatale. Enfin, nous avons le futur de la défense anti-drone avec l'intelligence artificielle prédictive qui analyse en temps réel les trajectoires des drones et déclenche des contre-mesures automatiques. Les essaims de drones défenseurs qu'on a vus un peu plus tôt, qui peuvent créer une barrière mobile intelligente, sont capables d'intercepter des attaques simultanées. Et en dernier, nous avons les missiles spécialisés qui sont conçus pour abattre des drones rapides sans gaspiller des munitions coûteuses. La guerre des drones FPV, c'est une course à l'innovation, une bataille où chaque nouvelle technologie appelle à une contre-mesure. Aujourd'hui, il n'existe pas de solution miracle. Les défenses les plus efficaces sont un mélange de détection avancée, de brouillage, de neutralisation physique et de tactives adaptives. Finalement, le FPV, c'est un peu comme la dynamite. Quand Alfred Nobel l'a inventé, il voulait bâtir, pas détruire. Son idée était d'ouvrir des routes, creuser des tunnels, repousser les limites du possible. Et pourtant, cette invention s'est rapidement retrouvée sur les champs de bataille. Elle a été transformée en une arme de guerre redoutable. Le FPV suit exactement le même chemin. Chaque avancée technologique porte en elle une dualité. Entre création et destruction, entre exploration et militarisation, ce qui a commencé comme un simple jeu pour passionner, une révolution dans notre manière de voir et de voler est devenue un outil stratégique militaire destructeur. Aujourd'hui, un drone FPV peut capturer des images à couper le souffle ou anéantir une cible avec une précision chirurgicale. Demain, l'intelligence artificielle viendra effacer la dernière frontière, celle du pilote. Les machines voleront toutes seules, prendront des décisions sans nous et s'affronteront entre elles. Que restera-t-il alors de notre passion d'origine? Comme la dynamite, tout dépend de celui qui tient la radiocommande. Ce n'est pas la technologie qui choisit, c'est l'usage qu'on en fait. Mais une chose est sûre, le FPV a changé le monde avec le vol en immersion totale. Il nous libère des lois de la gravité et continue sans cesse à s'améliorer. Mais il nous confronte aussi à une immense responsabilité. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as déjà testé le FPV? Tu peux me le dire en commentaire et aussi de ce que tu as pensé de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner parce que je vais sortir d'autres vidéos de genre. Et si tu as appris quelque chose, tu peux cliquer sur le pouce en dessous de la vidéo parce que ton j'aime est un énorme soutien pour moi. Je te dis à très vite parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui n'est que le début.